La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Shut up! Oh, Nelly, look at this. You do know the difference. Voilà exactement ce que j'aimais. I'm not a complicated man. I like cinema. Bonjour à toutes et à tous, auditeurs et auditrices, vous écoutez le 7ème œil, un podcast cinéma dans lequel on décortique chaque mois une question autour d'un thème précis. Pour ce 9e épisode déjà, c'est Gauvin qui a choisi le thème du mois. On vous propose de parler d'un genre assez atemporel qui a traversé les âges d'Hollywood depuis l'arrivée du parlant, la comédie musicale. Et comme d'habitude, pour explorer le cinéma sous toutes ses formes, je suis accompagné de Gauvin. Salut. Et Dorian. Ah salut. Ça va les copains ? Ça va. Ça va toujours très bien. Et bah super. Avant d'en dire plus, bref point de définition. Parce que c'est quoi exactement une comédie musicale ? Alors avant d'être un genre que l'on prête au cinéma, la comédie musicale ça vient du théâtre. Les comédies musicales c'était des pièces qui mêlaient comédie, chant et danse, c'était du spectacle vivant. La comédie musicale au cinéma c'est sensiblement la même chose avec une caméra et un montage. La définition reste approximativement la même. Et alors comme chaque mois, on a choisi 4 films autour du sujet. 4 films qui explorent la comédie musicale d'une manière assez singulière, vous verrez, mais 4 films qui serviront à répondre à une problématique dont on parlera juste après. On va vous parler du grand classique Peau d'âne de Jacques Demy, du très apprécié La La Land de Damien Chazelle, de la comédie musicale au sens comique du terme Tenacious D in the Peak of Destiny de Liam Lynch, et enfin du film d'animation japonais complètement barré Inyo de Masaki Yuasa. On va traverser les notes cultes du parolier Michel Legrand en passant par les partitions plus swing de Justin Hurwitz, puis on va faire un pas de côté hard rock chez Jack Black et Kyle Gass avant de confronter ça avec la musique traditionnelle japonaise. Bref, vous l'aurez compris, notre sélection est très éclectique ce mois-ci. Et enfin, comme à chaque épisode, on va tour à tour disséquer ces films autour d'une problématique qui est la suivante: les comédies musicales, films musicaux ou longs clips. Donc ce qu'on va tenter de faire dans cet épisode, c'est d'interroger la place de la musique comme outil narratif. Qu'est-ce que la musique raconte de plus ? Qu'est-ce qu'elle ne raconte pas ? Quelle est sa place dans le récit ? Et pour entamer ce 9e épisode du 7e œil, je propose qu'on commence par le film le plus ancien de la sélection, Peau d'âne, de Jacques Demy. Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus de discours, allumez votre four. Il était une fois un roi et une reine très heureux et surtout très riches grâce à un âne magique dont les déjections sont des pièces d'or et des pierres précieuses. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où la reine meurt des suites d'une maladie. Le roi est incapable de faire son deuil et ne parvient pas à trouver une nouvelle épouse. Un jour, en observant sa fille, le roi prend la décision de demander sa main. Avec l'aide de sa marraine la fée, la princesse va tenter d'imposer plusieurs épreuves à son père pour empêcher ce mariage. Elle va lui demander des choses apparemment impossibles, comme une robe couleur du temps, une robe couleur du soleil ou encore une robe couleur de lune, mais à chaque fois, le roi parvient à offrir à la princesse ce qu'elle demande. Elle va donc proposer une dernière offre à son père, échanger ce mariage contre la peau de l'âne magique. Alors Peau d'âne, c'est un film où on s'est tous les trois plus ou moins mis d'accord pour sa sélection. On a choisi chacun un autre film dont on parlera plus tard dans le podcast. Et Gauvin, je crois que comme c'est toi qui as choisi le thème, t'as pas mal de choses intéressantes à nous dire sur Peau d'âne. Ouais, de ouf. Bah déjà, ça me fait très plaisir d'avoir choisi ce film, enfin qu'on ait choisi ce film ensemble, parce que c'est un film qui m'a marqué en le revoyant. Là, je trouve vraiment que c'est sublime, sans parler du fait que ça a été tourné en partie à Chambord, donc moi très heureux, très très heureux. Et surtout parce que pour la préparation de cet épisode, on a débattu et j'ai un peu répété plusieurs fois, même si l'idée n'a pas été acceptée, de ce qui est totalement légitime, qu'on parle de Disney. J'ai voulu qu'on parle, pourquoi pas, de toutes ces chansons qu'on retrouve dans ces films d'animation, du coup, qu'on peut retrouver depuis les tout débuts, hein, Blanche-Neige et compagnie, on avait déjà des semblants de comédies musicales, pour ne pas dire directement des comédies musicales. Et donc ces deux types de films, que ce soit les Disney ou Peau d'âne, partent de l'idée de base de on va adapter un conte pour enfants, et je sais pas pourquoi on se retrouve dans les deux cas avec de la musique. Donc déjà, je trouve ça assez amusant. Et surtout, en remettant ça dans le contexte, Peau d'âne est sorti, si je me trompe pas, dans les années 70. 70, tout pile. 70 tout pile.
Et les premières hypes de chez Walt Disney dataient de bien avant. Donc on peut déjà parler, pourquoi pas, d'une adaptation d'un Disney. On peut déjà admettre que ce serait Premier live action. premier live action de chez Disney Ah ouais, dans ça cette peut être, idée-là. ok. Voilà, là on a les codes qui reviennent, voilà, de base, donc de la princesse, etc. Le conte pour enfants, le fait que ce soit un peu trop dark, parce qu'à l'époque Disney c'était super dark aussi, c'était des contes style Blanche-Neige avec les arbres qui font peur et compagnie. Ouais, Pinocchio, tout ça. Pinocchio, des choses qui sont assez sombres. Et moi, j'avoue que je le vois carrément comme ça. Je sais pas du tout quelle était l'idée de Demi au moment où il a fait ce film, mais je vois carrément cette idée-là. Pour moi, du coup, on peut vraiment parler de comédie musicale totalement, bien que la musique soit pas forcément aussi présente que dans certains films dont on va parler aujourd'hui. Pour moi, on est autant dans une comédie musicale que dans un Disney, et pour moi, les Disney en sont pour certains, pour la plupart. Et un peu de la même manière narrative que dans un Disney, on a cette musique qui va non pas faire avancer le récit, non pas faire évoluer les choses quand la chanson est chantée, mais qui va illustrer un propos qui a déjà été montré ou dit au préalable grâce à la mise en scène. On a en fait, notamment avec la chanson Amour, Amour, cette répétition pour bien appuyer le fait, bien appuyer le propos, que cette fille croit en l'amour véritable, qu'elle aime l'amour, qu'elle a envie d'aimer, et qu'un mariage forcé serait clairement pas bénéfique pour elle, ce qui est assez difficile à comprendre par les mots. C'est-à-dire que par les mots, elle est plutôt du genre, puisqu'elle est assez indécise, puisqu'elle est jeune, à dire qu'elle aime son père, à dire que pourquoi pas se marier, puisque finalement elle aime son père. Mais grâce à cette chanson, on comprend bien que elle, ce qu'elle veut, c'est l'amour véritable, et elle n'arrive juste pas à discerner les différents types d'amour, comme ça ma reine, la bonne fée, m'y a lui dire. On a aussi, comme on va le retrouver dans un magnifique Astérix et Cléopâtre, la chanson sur la cuisine que je trouve très drôle. C'est encore une fois l'objectif de faire une chanson pour rythmer plutôt le récit plus que pour avancer dans l'histoire. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'aurais à dire sur le film, moi de mon point de vue, c'est-à-dire pour répondre à la problématique, que là on est vraiment sur une volonté d'ajouter quelque chose au film grâce à la musique. Donc en fait d'être sur, pourquoi pas un film avec de la musique, plus que sur un clip qui essaye de mettre la musique au centre du récit. On est sur, le film aurait pu marcher sans, c'est d'ailleurs pour ça que c'est un conte à la base, c'est que sans musique ça fonctionne très bien, mais on a la volonté de rajouter ça pour rajouter un peu de féerie finalement, puisque ça reste un conte de fées. Ouais, c'est clair. Bah, après, moi je trouve qu'il y a quand même un peu de tout en termes de quelle est la place de la musique comme outil narratif. Tu vois, il y a des moments où effectivement ça fait pas forcément une pause, mais ça illustre, comme tu disais, le propos. Donc par exemple la musique sur le gâteau, Ouais. où là, sans musique, on aurait peut-être eu la même scène, mais juste sans musique. Ouais. Et en même temps, il y a d'autres moments où effectivement avec Amour, Amour, où là ça marque des pauses, et en même temps ça illustre une sorte d'inconscient. Mhm. Mais je trouve qu'il y a certains passages quand même où la musique sert à seulement ajouter quelque chose, mais le récit avance quand même. Et je pense à tous les moments, enfin je crois qu'il y en a 2, où c'est des scènes musicales avec les villageois. Attends, Donc il y refais-moi a un petit topo. la scène, alors la première scène c'est quand elle devient peau d'âne et qu'elle arrive et qu'on la, Ah oui, on la carrément, c'est traite vrai, de t'as raison. souillon, Oui, etc. Et la deuxième scène c'est quand il y a toutes ces femmes du village qui veulent passer se... l'anneau au doigt. Voilà, qui veulent se passer Mhm. l'anneau et du coup qui achètent des potions Ouais, magiques ouais. pour s'affiner t'as le doigt, raison. etc. Et donc ça, à chaque fois, le récit avance, Mhm. même assez rapidement. C'est vrai que ça speed à ce moment-là. Et voilà, Mhm. et la musique, elle est là, elle aurait pu ne pas être là aussi, mais elle permet aussi là vraiment de faire un pas en avant et de pas traîner. Donc elle sert pas de pause. Donc Ouais. c'est ça que je trouve hyper intéressant avec Jacques Demy. Et c'est vraiment le cas dans Peau d'âne et aussi dans Les Demoiselles de Rochefort, c'est qu'il y a vraiment ce côté, la musique soit illustre un propos, soit elle remplace juste l'absence de musique, enfin entre guillemets, Ouais. elle va ajouter quelque chose, mais ça se serait passé de la même manière avec ou sans. Mhm. Et donc oui, après, pour répondre à la problématique, effectivement, je suis assez d'accord avec toi, Gauvin, c'est qu'on n'a pas du tout d'images clipesques. On n'est pas du tout sur du clip, Mhm. même si c'est que des musiques qui ont été après, enfin comme dans beaucoup de films musicaux, mais qui sont devenus des albums qu'on a réécoutés. Enfin, Michel Legrand, Ouais. ça reste un très grand compositeur de musique française, mais on n'est pas sur du clip comme on l'entend aujourd'hui. Et puis le clip en même temps n'avait pas la même image en 1970. Oui, surtout en Aujourd'hui. France. En Surtout France, c'est en plutôt France. filmer l'artiste qui chante, qui joue, voilà. Voilà. Mais en revanche, bon là c'est pas forcément le sujet non plus, enfin en tout cas on parle pas de ce film, mais Les Parapluies de Cherbourg, dont on n'a pas parlé dans l'épisode mais qui aurait pu être intéressant aussi en annexe, c'est un film uniquement musical. Mm. Il
il y a que ça, il y a que tous les dialogues sont chantés. Et là, on peut peut-être éventuellement commencer à parler de clips entre guillemets parce qu'il n'y a plus de films au sens classique du terme. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Mais justement, je pense que c'est pas forcément un film avec des clips musicaux, quoi que ce soit, au niveau des chansons, mais justement, je trouve que les clips musicaux se refont plus ressentir quand il n'y a pas de musique, justement. C'est-à-dire plus dans sa DA, qui est très marquée, très saturée, avec des couleurs très vives, que ce soit le décor, que ce soit les personnages, ou que les personnages font partie du décor. Bah justement, ce genre de... Enfin, on n'a jamais trop ce ressenti de ces couleurs pendant les clips, mais justement, je pense que ce genre de choses peut vraiment influencer le clip dans son côté un peu fictionnel. Donc c'est vrai que quand elle fait son gâteau et tout ça, il y a rien à voir, enfin ça fait pas trop clip, ça fait vraiment sa chanson, mais c'est plus au niveau de sa DA, je trouve que c'est intéressant parce que je pense ça a influencé le clip. Et moi personnellement, je trouve que j'ai beaucoup de problèmes, surtout techniquement en fait. Alors c'est 1970, donc du coup c'est normal, mais moi j'ai des gros problèmes avec le son. Donc Aurélien, tu vas m'aider parce que c'est toi le pro du son. Ouais. C'est que c'est l'époque, donc il y a aucun problème avec ça. Mais la pause synchro et la pause synchro et le mixage, c'est en fait on sent qu'en fait il parle devant un micro, mais quand tu vois la scène, c'est un plan large. Donc du coup, on perd du réalisme et on sent trop le côté il parle devant le micro et je trouve ça dommage, même si c'est l'époque, ils ont les moyens, ils font avec les moyens qu'ils ont. Mais voilà, et bon, évidemment, tous les comédies musicales se font comme ça. Genre, même tous les films tous les films avec des chansons se font avec un playback et après ils refont en plan synchro. Sauf Annette de Léos Carax, où eux, là, ils ont vraiment fait une comédie musicale en live action, chose qui est incroyable. Mais sinon, oui, tous ces films font penser vraiment se font en playback, les musiques. Et je trouve ça dommage parce que, comme je dis, on perd de réalisme. Mais après, malgré tout, c'est un mal pour un bien, mais on nous rappelle que quand même que ça fait penser au clip, justement, ce genre d'erreur, parce que ça nous fait perdre du réalisme dans le film, mais ça nous fait penser au clip, justement, par le playback. Carrément, ça répond bien à la question. Enfin, ça ajoute un côté technique à la chose, parce que c'est vrai que dans un clip, on n'est pas choqué quand on voit le personnage chanter la chanson de manière, par exemple, totalement morose, alors qu'on entend totalement qu'il est enjoué. Enfin voilà. Ouais. Après, c'est plus du théâtre musical que la comédie musicale, parce que la manière dont il joue, c'est vraiment très théâtral, tout ça, c'est très grandiloquent. Donc oui, ça joue là-dessus aussi. C'est intéressant, ouais, parce que c'est vrai que dans un film, on a cette volonté de respecter les codes aussi du cinéma qui font que on va respecter un réalisme, respecter une logique de la caméra est loin, donc on va faire en sorte que le son soit lointain. Et c'est vrai que ce que tu dis, ça va plus se retrouver dans des choses qui sont pas des films en fait. Donc c'est intéressant. Ouais, juste pour peut-être te répondre, moi ça m'a absolument pas choqué la post-synchro. Après, moi ça m'a sorti. En fait, c'est l'époque, donc on peut pas non plus incriminer le film, ils font avec les moyens qu'ils ont, il y a pas de problème. Mais c'est juste que moi, ça m'a un peu gêné. Enfin, ça m'a sorti un peu du truc, quoi. Ok. Mais en tout cas, juste pour conclure brièvement, on est vraiment sur un film où on peut interpréter, on peut analyser le film, des parties du film comme des éléments clipesques. Peut-être vraiment la scène du gâteau, en y repensant, je me dis que... Parce qu'en fait, un clip, c'est un peu un film en soi très court. C'est un court-métrage, on en parlait. C'est comment dire, c'est comme si on avait un film dans le film, dans Podane, par exemple. Ouais, mais pour moi, ça peut pas être un clip, dans le sens où pour moi, un clip a deux volontés. Soit installer une ambiance qui permette d'écouter la musique dans de bonnes circonstances, dans les circonstances qu'on voudrait être pour cette musique-là. Soit raconter une histoire qui a un début et une fin de manière très brève. Ou alors c'est qu'on filme un artiste et dans ce cas-là ça. Et là on n'a pas de début, pas de fin, ce serait vraiment juste mettre une image sur de la musique, mais une image qui n'apporte rien, quoi. Moi ça me met pas dans l'ambiance de cuisiner, de voir quelqu'un cuisiner. Faut peut-être me mettre une ambiance, je sais pas, chill, lounge, pour que ça me donne envie de cuisiner. Tu vois, c'est... Ok. Après c'était pas l'objectif de Demi, de toute façon à l'époque, mais ouais. Après, Podane, c'est pas le film le plus évident à analyser de cette manière-là, parce qu'on est vraiment sur de la pure comédie musicale et effectivement le clip était pas ce qu'il est aujourd'hui pour que ça ait potentiellement influencé Jacques Demy. Mais en attendant, Podane, ça a quand même vachement influencé La La Land. Oh wow, quelle belle transition.
just for me. City of stars, there's so much that I can't see. Deux vies se croisent, celle de Mia, Emma Stone, actrice en devenir qui jongle entre son métier de serveuse dans un café et les auditions, et celle de Sébastien, Ryan Gosling, passionné de jazz et pianiste de bar. Une histoire d'amour va les réunir au rythme des partitions de Justin Hurwitz. La La Land, c'est le film que Oh là là, quel film. Dorian a Quel choisi, film, quel finalement. film, quel film. Justement, pour la transition avec Jacques Demy, elle est toute faite parce qu'il n'y aurait pas de La La Land sans Jacques Demy. Et en termes de couleurs, parce que c'est vrai que Jacques Demy c'est très coloré, très uniforme en termes de couleurs. Et d'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo du Fosseur de film qui parle vraiment des couleurs de La La Land, de son interprétation, de ce que signifie chaque couleur à chaque moment du film, qui est incroyable. Donc voilà, si vous voulez vous renseigner, vous avez la vidéo du Fosseur de film sur YouTube. Alors, La La Land. La La Land, il faut savoir que moi, personnellement, c'est dans mon top 10. Voilà, j'ai dit plusieurs fois, mais c'est le cas encore. Mais, Dans chaque épisode, du 7ème œil, on a à tous les faire, un film du top 10 de Dorian, c'est terrible. La musique, le cinéma, la sensibilité, le dynamisme, c'est tout des termes qui constituent Damien Chazelle. Et on a tout ça dans La La Land. C'est vraiment pour montrer à quel point c'est vraiment l'ADN du réalisateur. Et dès le premier plan, on a vraiment cette scène sur autoroute qui est incroyable. Et justement, on a vraiment ce côté, on s'affranchit de ce mal-être, de ces embouteillages. On saute sur les voitures. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de dynamisme. C'est coloré. La musique est folle. Et justement, tout le film va se concentrer sur ça. C'est-à-dire, on aura un côté fictionnel de cette scène d'autoroute. Et sur ce même plan, parce que c'est un plan séquence, sur ce même plan, on va directement se rattacher à la réalité. C'est-à-dire, on revient sur l'embouteillage avec Mia et Seb, où on les rencontre, mais on est toujours dans les embouteillages et c'est chiant les embouteillages. Et tout le film va marcher comme ça. On va passer d'un côté fictionnel avec les musiques et on va directement revenir à la réalité avec quelque chose de chiant. Et on retourne ça directement dans la prochaine scène, dans Summon the Crown, où justement Mia part en soirée et on a ce côté fictionnel toujours. On est dans fictionnel en mode elle est en soirée, mais à un moment donné on voit les danseurs, tous les gens de la soirée qui sont immobiles, mais elle a continué à marcher. On a toujours ce côté fictionnel et directement après cette scène, elle a perdu sa voiture, donc c'est chiant. Donc on marche vraiment beaucoup avec ce genre de côté réalité et fictionnel qui est du coup les musiques, les scènes de musique. Et on retrouve ça évidemment. Pour dernier exemple, quand évidemment elle se fait chier dans le restaurant, elle écoute la musique et évidemment la musique va le rattacher justement au fictionnel, au rêve finalement. Et elle va rejoindre justement Seb au cinéma et après ils vont danser au observatoire, ils vont voler, voilà. Donc c'est pour ça justement. Et tout ça va amener à l'une des thématiques plus principales de La La Land qui est le rêve. C'est que justement le rêve va être représenté dans les musiques, dans le fictionnel, mais aussi plus que ça dans l'écriture des personnages, parce que Mia et Seb, du coup c'est le duo qu'on va suivre, ont tous les deux un rêve. Ils galèrent tous les deux, ils ont un rêve. Mia veut devenir actrice, elle galère. Seb veut ouvrir son club de jazz, il galère. Mais finalement ils vont se rencontrer, ils vont faire découvrir à l'autre leur monde, et c'est comme ça un peu qu'on va les voir évoluer. Et du coup justement, ce qui est paradoxal, c'est que la dramaturgie va s'installer, parce que en fait la dramaturgie c'est un peu la réalité en fait. C'est-à-dire que chacun a son rêve, et c'est trop bien, ils se poussent dans leur rêve. Mais la réalité, c'est que c'est plus compliqué que ça, et paradoxalement, c'est à cause de leurs rêves qu'ils vont pas pouvoir réaliser leur rêve à eux. Et c'est ça qui est très très beau. Et en plus, justement, on va voir toute cette fin, ce destin lié qui va finalement jamais pouvoir toujours mener à son terme, parce que même si ils s'aiment et tout ça, ils vont pas pouvoir rester ensemble et tout ça. Mais c'est un amour éternel, et justement, ça va donner lieu à l'une des plus belles, un des plus beaux regards du cinéma, je trouve, la fin qui est monstrueuse. Donc voilà, pour répondre à la problématique, je trouve que La La Land, il va justement emprunter le clip, surtout pour le côté fictionnel, le côté rêve, que va représenter La La Land pour ses côtés de danse, côté rêve un peu fictionnel. Et justement, je trouve que c'est un film aussi musical parce qu'on parle de jazz. Donc voilà. Moi, si je peux faire un petit aparté, en fait, quand j'ai vu ça et que j'ai comparé aux 3 autres films, j'ai pas pu me le sortir de la tête, et j'ai besoin d'en parler. Ça me tient trop à cœur. C'est le moment. Mais je trouve que dans La La Land, pour guider la problématique, il y a un vrai délire de voiture.
pour moi, il y a un vrai délire de voiture. C'est-à-dire que le film commence avec des voitures. On voit tout le temps les voitures des personnages. On en parle même quand on parle du fait que, comment elle s'appelle, Mia ait la même voiture que tout le monde, alors que notre autre personnage qui lui est vraiment un full rêveur, etc., une voiture très personnelle, etc., et qui va avec voiture va déplacement aussi. Et on les voit très souvent se déplacer, notamment même à un moment, Mia retourne chez ses parents, lui va la retrouver, etc. Et tout. Et ça, pour moi, c'est un truc de ouf dans la problématique, parce que quand on compare, du coup, tous nos films, le seul qui incite le déplacement, même si on en parlera dans The Peak of Destiny, il y a du déplacement, enfin, il y a plusieurs lieux, certes, mais on voit pas le déplacement de la même manière. Le seul qui en parle, du coup, c'est La La Land. Et pour moi, du coup, ça fait que c'est un film. Parce que dans une comédie musicale, donc dans une pièce de théâtre, on symbolise pas le déplacement. Dans une pièce de théâtre, on a une scène, puis une autre scène, puis une autre scène. On n'a pas les étapes de transition entre les scènes. Et pour moi, on est vraiment sur un film musical dans La La Land, et pas dans une pièce de théâtre, pas dans une... même pas dans un clip qui, du coup, un clip doit tellement aller vite qu'il va pas te montrer le déplacement, ou alors c'est le déplacement, le clip dans sa globalité. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je suis pas sûre d'avoir tout compris de ce que Ouais. tu dis. Quand tu parles de déplacement, tu parles de l'outil de la voiture. Je parle surtout de l'outil Et de de la voiture quelque chose qui est de- vachement mis en avant dans La La Land. Ouais, ok. Mais du déplacement, enfin parce que ça, je vois pas en quoi dans un clip ça ne pourrait pas exister, ou dans une pièce de théâtre. Ça pourrait être Justement. représenté autrement, mais ça serait représenté quand même. Bah, en fait, dans une pièce de théâtre, tu vas voir par exemple des personnes qui vont tenir un volant entre leurs mains et qui vont faire vroom vroom, quoi. Tu vas pas pouvoir les voir se déplacer. Tu vois, et si ils ont décidé d'être vroom vroom dans la voiture, c'est que c'est une scène en fait. Et dans le film, on a les scènes dans la voiture. Vraiment, t'as la scène du bouchon au départ, c'est une scène. Tu vois. Et pour moi, c'est possible de montrer l'utilisation d'une voiture que dans un film. Ou alors c'est un clip qui veut que toute l'histoire du clip soit autour de la voiture. Ouais, mais un clip, c'est un film court, d'une certaine manière. Ouais. Donc ça pourrait complètement fonctionner comme ça, avec une histoire de déplacement et avec une histoire de voiture, sans que ça en fasse tout le Ouais. sujet non plus. Bah, pour moi, ça en fait tout le sujet, parce que c'est compliqué dans 3 minutes de vidéo de par exemple parler d'amour et de faire en sorte que dans toute cette histoire d'amour de 3 minutes, la voiture soit un outil si important. Ok, donc tu penses qu'en fait, pour toute cette histoire-là, il faut vraiment avoir l'occasion de prendre le temps, et donc un film de au moins 1 heure. Ouais, bah après, D'accord, ok. voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Ok, ça marche. Et bah après, vous pouvez me contredire aussi, hein. Et je serais totalement ok. Mais c'est vrai qu'en fait, moi, ça m'a assez choqué parce que c'est au moment où j'ai vu que, bah voilà, elle cherchait sa voiture avec ses clés. Lui, il en parle jamais, mais il a quand même une voiture qui est assez hors du commun, assez hors du temps en plus, puisque lui, qui est passionné de vieux jazz, qui se retrouve avec une vieille voiture, etc. Et en fait, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais en plus, le film, il s'est ouvert avec les voitures. Leur première rencontre, c'est quand ils se font un doigt d'honneur dans la voiture. Ouais. Genre, la voiture, c'est un outil ultra important dans La La Land. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est fou, je sais pas si quelqu'un d'autre a déjà fait cette, Je cette sais pas. analyse sur internet, mais à voir. Mais c'est vrai que pour moi, alors après, voilà, j'ai pas toutes les réponses et j'ai vu le film pour la première fois hier. Enfin, ouais, hier, Ouais. ouais, ça. Mais en fait, juste, j'aimerais amener cette piste de réflexion qui est que, à mon sens, déjà, dans une comédie musicale qui est normalement, à la base, l'adaptation d'un genre qui est théâtreux, Mhm. il peut pas y avoir de déplacement. Pour moi, enfin, dans la base même du théâtre, qui est scène, puis scène, puis scène, puis scène. Voilà. Et c'est pour Oui, ça c'est que- vrai. C'est pour ça que c'est assez important Ouais, et que je ok. sais pas comment l'expliquer, je sais pas quoi en dire de plus, mais je vous laisse tous faire votre réflexion là-dessus. Bah, je pense que c'est une comédie musicale un peu. Déjà, c'est une comédie musicale contemporaine, donc avec des moyens techniques aussi qui sont Ouais. différents de Podane en l'occurrence, ou de Chantons sous la pluie, ou des comédies musicales classiques qui sont évidemment des énormes références pour La La Land, tout est très clair, surtout Jacques Demy quand même. Mais du coup, oui, qui fait de la comédie musicale avec des moyens techniques nouveaux et avec surtout peut-être aussi des idées narratives qui sont de l'ordre, Dorian, tu utilisais le mot fictionnel, mais ouais, de l'ordre du surréalisme, on est dans du rêve, il y a des scènes de flashback, des scènes, enfin voilà, donc on est vraiment sur du cinéma hollywoodien qui va un peu dans tous les sens, hollywoodien vraiment, là, oui, au Pour sens revenir à Jacques Demy, il y avait le petit effet en mode avec le cercle Oui. qui se Ouais. qui se détache et qui revient et qu'on retrouve dans La La Land Oui, aussi. ouais, Voilà, ouais. des petits effets comme ça. sympa. Ouais, les références à Jacques Demy Ouais. fourmillent dans La La Land. Mais on est sur. Ça emprunte vraiment des codes, non seulement à la comédie musicale classique, qu'elle soit française ou hollywoodienne,
mais aussi au cinéma dramatique américain de base, contemporain. Et donc, ouais, peut-être qu'il y a un mix qui se fait. Mais en même temps, moi, je pense pas que ça retire le fait que potentiellement, il y a du clip là-dedans. Parce que pour moi, la première scène, elle est très clipesque. Oui, elle est très clipesque. Elle est Ouais. très clipesque parce Ouais. que c'est un plan séquence où là, même s'il y a des voitures partout, il n'y a pas de déplacement. On est d'accord, hein, Dorian, c'est un plan séquence la première scène. Alors, Enfin, c'est peut-être un faux plan pour séquence. moi, c'est un mais, faux plan séquence. À un moment donné, il y a un pan, et justement, je pense qu'ils sont que des zones ouais, de pan. ouais. Mais en tout cas, ça Mais se veut. souvent, à l'œil nu, c'est un plan séquence. Oui, ça se veut plan séquence. Parce que Dorian est expert en plan séquence. Voilà, Ouais, on fera un là-dessus. épisode Après, là-dessus. expert, je dirais pas ça, mais voilà. Voilà. Et donc, cette première scène-là, comme on ne connaît rien du film, moi, je l'ai vraiment analysé comme un clip parce qu'on ne sait rien du film à ce moment-là. On ne connaît pas les personnages principaux. On arrive juste dans un monde très coloré, très en fait, on connaît rien, tout simplement. Et donc, on arrive dans un monde avec des personnages dans tous les sens. On ne sait pas qui on va suivre. La caméra elle se balade entre les personnes. Peut-être qu'on va s'arrêter sur l'un d'entre eux. On ne sait pas. Tout le monde chante, etc. Et ça, moi, je l'aurais vraiment vu comme clip sans problème. ok. Et ce qui est bien, c'est Tu que vois, justement, c'est ce peut-être la plan-là, seule scène. Mais, ce plan-là fait la jonction entre la réalité et le clip. Parce qu'il cut pas. C'est-à-dire, t'as le titre et il cut pas. Il continue, il redescend. Et là, tu reviens à la réalité. Ouais. Et c'est trop intelligent, je trouve. Complètement. Je vais peut-être juste finir sur un truc. C'est que du coup, ouais, c'est la seule scène que j'aurais analysée comme un clip parce que toutes les autres scènes de musique, je les vois vraiment exactement de la même manière que pour Podane. Soit c'est des scènes de pause, soit c'est des scènes d'illustration d'état d'âme, de comment les personnages se sentent, etc. Assez classique dans la comédie musicale. Mais donc, on est vraiment là, peut-être à mi-chemin. Quand dans Podane, on était vraiment très peu sur du clip. Là, dans La La Land, on commence à un peu être à mi-chemin quand même sur le spectre du film vers le clip. On reste quand même plus vers le film, mais si on pouvait imaginer un tel spectre. Mais il y a quand même déjà des idées qu'on pourrait rapprocher au clip. Alors que dans les deux autres films qu'on a analysés, je ne sais pas ce que vous en pensez. Lequel, par exemple, Nina? On peut peut-être enchaîner sur Inyo, Allez. qui n'a rien à voir avec les deux Allez. films, parce que là, impossible de faire une transition. Mais Inyo de Masaki Yuasa. これより新しい物語を始めたいと存じます。新作？気味悪い。泣く子も黙るひょうたんじゃ。犬の巻を知らんのか。ひどい器量らしい。この手を外すとどうなる？ほーれ見えないのだ。 Dans un Japon féodal, le jeune Tomona, fils de pêcheur, va faire l'objet d'une malédiction qui va le rendre aveugle. Parti sur les routes pour venger son nom, il devient joueur itinérant de biwa, instrument à cordes traditionnel, au sein d'une confrérie religieuse. À Kyoto, il rencontre Inyo, le fils difforme et maudit d'un directeur de troupe de théâtre No, qui est rejeté à cause de sa difformité, erre dans les rues avec les chiens et cache son visage derrière un masque. Il décide de fonder un duo aux pratiques musicales à mi-chemin entre récits traditionnels et hard rock contemporain. Il rencontre un succès grandissant. Inyo, c'est le film que j'ai choisi pour cet épisode. Et merci. Mais je vous en prie, même si je sais que Dorian... on n'est jamais d'accord avec Dorian, c'est fou. On verra tout à l'heure. On en reparlera. Je vais nuancer. Ok, je vais nuancer. Ok, de toute façon, encore une fois, on n'est pas dans un podcast de critique, donc voilà. Non, on peut dire ce qu'on pense quand même du film vite fait. Oui. Je vais dire ce que je pense du film vite fait. Moi, j'adore ce film. C'est un film que j'ai découvert à sa sortie, donc en 2021, parce que c'est réalisé par Masaki Yuasa, qui est un réalisateur qui me passionne, qui a fait un film qui s'appelle Mind Game, que je vais caler dans un épisode un jour quand on aura l'occasion, parce que c'est un chef-d'œuvre. Je crois que t'as Dorian, ça. ne dis pas ton avis. Ok. Voilà. Non, Mind Game, c'est très particulier, mais Inyo, c'est vraiment dans la même veine, donc c'est pour ça que j'aime autant ce film. C'est un film qui est une espèce d'ovni dans le paysage audiovisuel de l'animation japonaise. C'est très particulier, ça a une animation qui est très, très singulière. D'ailleurs, peut-être que parmi les auditeurs, vous connaissez Masaki Yuasa pour Devilman Crybaby, qui est peut-être son œuvre la plus connue, je pense. Tu me regardes, je suis perdu de ce que tu dis. Je sais pas. Vous connaissez pas? Non. Ça a beaucoup marché à sa sortie, c'est sorti sur Netflix. Et voilà. Bref, ça c'est petit topo sur Masaki Yuasa. Inyo, c'est hyper intéressant parce que là, effectivement, pour le coup, quand on parle de comédie musicale, c'est peut-être pas le premier film auquel on peut penser. On n'est pas sur du La La Land ou du Podane où effectivement on est sur du très classique. Là, pour les deux prochains films, on n'est plus du tout sur du classique, mais on reste quand même sur de la comédie musicale. Donc ce qui est intéressant avec Inyo, c'est que ça mêle vraiment deux genres musicaux totalement opposés, donc de la musique japonaise traditionnelle au biwa, qui est une musique assez populaire, assez modeste, populaire au sens du peuple, pauvre, au sens peuple du terme, ouais.
qui est une musique qui là en l'occurrence sert vraiment à raconter des récits, des légendes, notamment la bataille de Dan no Ura dont on entend beaucoup parler dans le film. Donc qui est une musique qui sert un peu à informer les gens dans la rue. La musique du griot finalement. C'est ça, voilà, c'est la musique médiévale voilà, du troubadour. Voilà, c'est vraiment la musique un petit peu informative, d'actualité, qui s'inspire vraiment des événements qui se passent, des événements contemporains. Et donc cette musique-là, elle va rencontrer le hard rock japonais contemporain de manière très inattendue. Si on n'a rien vu sur le film, si on n'a rien lu, si on n'a pas regardé de bande-annonce, on ne s'attend pas à ce que ça prenne... Je m'attendais pas à ça. C'est fou, hein. Et je m'attendais à ça parce qu'il y a Main Game que j'avais vu avant. Tu t'attendais à tout, du coup. Non, ouais, voilà un peu. Non, mais en termes de visuel, oui. Je m'attendais à ça, du coup. Ouais, visuellement, c'est le même délire. Mais musicalement, moi, je trouve ça exceptionnel. Je trouve ça assez génial. Et c'est vraiment donc, la rencontre de deux univers opposés, que ça soit musicalement comme presque géographiquement, parce que là, le hard rock, ça emprunte quand même son origine à l'Occident, d'une certaine manière, notamment aux États-Unis. Et ça donne quelque chose que moi, je trouve assez super. Et là, on est sur une autre musique populaire, mais dans l'autre sens de populaire, dans le sens culture populaire, et dans le sens où ça attire beaucoup de monde, quoi, beaucoup de foule. Et alors, pour répondre à la problématique, finalement, là, c'est hyper compliqué. Enfin, compliqué, je sais pas, mais c'est assez étrange parce que pendant toute la première partie du film, il n'y a pas de musique, ou pas vraiment, ou ça arrive très petit à petit. Et en fait, c'est hyper progressif dans Inuo. C'est-à-dire que les 20 premières minutes, peut-être que vous vous êtes dit, mais c'est absolument pas une comédie musicale. Je dis, Nina, c'est sûr, c'est un film sur la comédie musicale. Et en fait, ça arrive sur le tard, et plus on avance dans le film, plus la musique prend toute la place. Et la musique prend toute la place d'une manière assez, j'ai envie de dire, diégétique, entre guillemets, parce que c'est vraiment de la musique de spectacle, c'est pas de la musique forcément toujours utilisée comme dans La La Land, où elle sort un peu nulle part, et où c'est juste des personnages qui chantent dans la rue, quoi. Là, c'est des personnages qui chantent, effectivement dans la rue, mais les personnages chantent, quoi. Les personnages sont vus comme des gens qui chantent et pas juste qui racontent leurs états d'âme, etc. Ou alors qui font des représentations, des concerts, etc. Donc la musique, elle n'est pas utilisée de la même manière, mais ça n'en est pas moins une comédie musicale, à mon avis. Et surtout que, comme on le disait du coup dans l'introduction, comédie musicale, ça vient du théâtre. Et là, on est à fond dans le théâtre No, dans le théâtre traditionnel japonais. Avec tout ce qui va avec, donc les masques, avec l'utilisation de la musique, c'est très important dans le théâtre No, les costumes, le côté, encore une fois, populaire, tout ça. Donc voilà, ça prend pas mal de place. Et pour ce qui est du clip, ça me semble assez évident qu'on est à fond dans du clip, parce qu'il y a vachement de clips qui sont pas des captations forcément, mais qui sont une mise en scène de concert, quoi, de justement, spectacle. C'est ce que j'allais dire juste après, et je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que, comme je disais plus tôt, un clip, il est soit là pour raconter une histoire, soit là pour mettre dans l'ambiance, ou tout bêtement pour filmer l'artiste. Ouais, voilà, et là, ça. Pour moi, on est totalement là-dedans. C'est vraiment juste, on te montre l'artiste qui est en train de jouer sa musique, quoi. Et putain, c'est flagrant parce que tout le long, j'avais l'impression de voir... alors c'est vrai qu'il y a pas mal de coupures entre chaque concert, mais surtout à la fin, du coup, j'avais l'impression de voir un concert c'est fini totalement... et ça, c'est dur. Justement, le temps où on s'est dit, vas-y, ça commence, ou... à un moment donné, tu te dis, ça finit, ou... c'est long, c'est long. Après, c'est long, mais bien. Ouais, c'est bien, voilà. Mais c'était long, et j'avais l'impression de juste m'être posé devant une rediff de concert, et de voir le concert avancer avec à chaque fois des effets visuels qui avancent aussi et qui deviennent de plus en plus impressionnants jusqu'au final. Et le final était bluffant, quoi. Et là, on peut pas parler de juste un film avec de la musique, c'est impossible. Non, c'est clair. Puis visuellement, c'est vrai que c'est ouf. Il y a quand même 15 idées à la seconde et ça va de tout et de plus en plus. Mais Mind Game, c'est le même délire. C'est encore plus riche, c'est encore plus abondant. Mind Game, il faut le voir 15 fois pour comprendre tout ça. Mais on en reparlera dans un prochain épisode, je vous assure. Moi, je vais vous parler de Michael Jackson. Parle-nous de Michael Jackson, c'est vrai que c'est le sujet. Parce que, en fait, Michael Jackson, on n'a pas parlé sur le podcast, mais en fait, c'est lui qui allie le clip musical et le court-métrage. Parce qu'on prend Thriller, c'est un film, mais c'est un clip. Bad, c'est pareil, c'est un clip, on a tous vu le clip, mais il faut savoir qu'il y a toute cette intro avec Wesley Snipes qui est quand même réalisée par Martin Scorsese, qui c'est intéressant de voir ça.
Et Alors je sais pas si c'est le premier à faire ça, mais Pas en tout forcément, mais en cas, tout cas, c'est c'est très, célèbre. c'est le plus c'est célèbre. très cinégénique en C'est tout le cas. plus célèbre, donc Ils c'est sont important. projetés à Disney et tout. Exactement, C'est donc c'est important, je trouve, de parler de lui dans ce genre de problématique. Non mais t'as raison. Et surtout, pourquoi je parle de ça pour Inuo, vous me dire qu'est-ce qu'il raconte, tout simplement parce que c'est inspiré de Michael Jackson. Totalement. C'est que les pas de danse de Inuo, c'est des pas de Michael Jackson. Ouais. La scénographie, des fois, de Inuo, c'est des scénographies du spectacle de Ouais, non, Michael je suis Jackson. totalement J'avais d'accord. pas capté. Ah, mais moi, vraiment. C'est- vous- à un je moment crois, donné, mais je me quand il suis y a pas le fait la drap, où on voit Inuo derrière le drap sous forme d'ombre, Ouais. ça c'est l'entrée de Smooth Criminel. Mm. C'est vraiment, Ah. c'est vraiment la même Après, DA. Il fait vraiment la pointe sur les orteils, Ah oui, quoi. oui. Genre vraiment, il fait Ouais, les mais moves et tout. j'ai vu ça, genre ça dure une seconde et Ah voilà. ouais, Exactement non, pareil. mais vraiment, il y a plein de Ah choses. oui, oui. Il y a Ok, plein de ok, choses. mais incroyable. Et alors, moi, ce que je trouve, c'est que je pense qu'on fera la conclusion, évidemment, lors de la conclusion. Mais les 4 films, justement, si on pouvait déjà avoir un mot-clé, c'est l'identité. L'identité qu'on retrouve dans la peau d'Anne, parce qu'elle met justement une peau pour essayer de quitter vraiment la pression du père qui veut se marier avec elle, what the fuck. Et on a évidemment La La Land, on l'a pas, je trouve. Mais tu l'as dans La La Land? Non, c'est juste que je me dis. En fait, au départ, je me disais, ça n'a pas franchement de lien avec la problématique. Et là, tu fais. Et en plus, ouais, non, il n'y a pas. Je me disais, non, ouais, non, on va le voir, non, là. La La Land, il n'y a pas. Tenacious D, il y a. Parce que justement, leur identité font leur force. Et dans Inuo, justement, c'est la recherche d'identité. Tomona qui veut justement changer de nom, et son père lui dit non, change pas de nom parce que sinon je pourrais plus te retrouver. Et Inuo, tout simplement, qui de base est un monstre et qui va justement apprendre à être un humain, apprendre à danser. Et je trouve qu'il y a une phrase dans Inuo qui est très très qui est vraiment révélateur de ce que je dis. C'est à un moment donné. Révélatrice. Révélatrice, c'est vraiment du film. Et dans le micro, c'est encore mieux. Ça marche. À un moment donné, Inuo il dit que derrière mon masque se cache en réalité un beau visage. Mais peut-être que ce beau visage est également un masque. Et ça, en fait, tout ça veut dire que il sait pas vraiment qui il est. Parce que il nous met dans le mystère, parce qu'on n'a toujours pas vu son visage, mais on a l'impression que il a pas trouvé sa vraie identité, malgré le fait qu'il devient un humain. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on est en totale recherche d'identité, et à la fin on se rend compte que Tomona et Inuo, comme par hasard, c'est eux qui sont liés justement parce qu'ils sont tous les deux en recherche d'identité. Voilà. Ok, non, c'est intéressant. On pourra en reparler tout à l'heure pendant la conclusion. Ouais, c'est toujours intéressant de façon de confronter des films quand on a fait une sélection aussi, là pour le coup éclectique, donc ouais, carrément. Et toi, Gauvin, t'as un truc à dire sur Inuo que t'as découvert du coup là récemment pour le podcast? Non, en réalité, vous avez déjà abordé beaucoup de choses que j'avais remarquées ou pas d'ailleurs. Et pour répondre à la problématique, Inuo, en fait, ça va aller un peu vers la conclusion. Mais pour moi, on a une des 4 adaptations que je retrouve dans ces 4 films d'une façon de faire de la musique différente. C'est-à-dire que comme je le disais un peu plus tôt, du coup alors le précédent c'était pour La La Land, c'est que là pour moi on était vraiment très éloigné de tout ce qui était théâtre de base, etc. Là c'est dit quoi dans le film, c'est le théâtre de nos. Et dans Peau d'Âne, on est sur une adaptation de conte, et pourquoi pas même, moi j'aime bien ajouter l'adaptation de Disney, voilà, de la façon de faire de Walt Disney. Mais du coup, on peut déjà partir sur le 4e film en disant que celui-là, c'est une fidèle adaptation d'une comédie musicale théâtreuse. Et c'est parti, on enchaîne avec le dernier film de la sélection, Tenacious D, In the Peak of Destiny. Ladies and gentlemen, Tenacious D! This is a song called The History of Tenacious D. And it's not just a list of bullshit that we've done in the past. It's a chronicling of our rise to power. We ride with kings on mighty steeds across the devil's plain. We've walked with Jesus and his cross. He did not die in vain, no! We've run with wolves, we've climbed K2, even stopped a moving train. We've traveled through space and time, my friends, to rock this house again. Rah! JB, Jack Black, est passionné de rock depuis sa plus tendre enfance qu'il passe à Kickapoo, Missouri, dans une famille très religieuse qui pense que le rock and roll est l'œuvre de Satan. Après que son père lui a donné une bonne raclée, le jeune JB adresse une prière à Dio, qui lui répond qu'il doit quitter la maison familiale pour aller à Hollywood pour former un groupe et apprendre les secrets du rock and roll. Je vais mettre l'accent sur chaque mot. C'est incroyable. C'est incroyable. Des années plus tard à Hollywood, JB rencontre un guitariste, Kyle Gass, dans la rue. C'est la naissance de leur duo, Tenacious D. Et c'est parti pour la quête du médiateur du destin, talisman satanique que les plus grands rockers de l'histoire ont eu entre les mains. Leur but, devenir à leur tour d'immenses rockstars. Et alors ça, c'est le film de Gauvin finalement. Non, il faut le dire. Ouais, c'est faut que j'en parle. J'ai l'impression que ça tient à cœur. Ça Limite tient- peut-être après ce
thème pour parler de ce film, j'ai l'impression. Non, alors oui, je suis un giga fan de Tenacious D et je pense que ça va faire partie de l'analyse quelque part. C'est-à-dire que prenons nos 3 premiers films. Podan, un grand réalisateur qui fait un film. La La Land, un grand réalisateur qui fait un film. Inuo, un grand réalisateur qui fait un film. Tenacious D, un groupe de musique. Oui. C'est un Parce putain... que Liam Lynch, on a regardé sa filmo, c'est pas un grand Non, réalisateur. non, du quoi. tout. Ah, pas C'est du pour tout. ça. C'est pas du tout. En même temps, Liam Lynch... Il n'a rien à voir avec David d'ailleurs. rien Parce à que voir. lui, il est bon, David Lynch. Ah oui. Ah mais Ah ouais. même Liam Lynch est pas mal, mais c'est juste que bon là il a pas fait plus que ça quoi. En fait là on est vraiment pour le coup à mon avis sur ce que doit être une comédie musicale, c'est-à-dire l'œuvre des musiciens en eux-mêmes. Alors bien sûr ça va être comme moi je l'imagine, je sais que quand on prend le Broadway ou quand on prend la comédie musicale parisienne, c'est mis en scène par des metteurs en scène, pas par les artistes en eux-mêmes. Mais pour moi, les meilleures personnes pour raconter ce qu'ils veulent raconter, c'est ceux qui ont créé le truc à la base. Et là, on est sur le seul film de la sélection où c'est des musiciens qui décident de faire un film. Qui plus est, c'est un groupe de musique qui a connu son succès grâce à cette comédie musicale-là, quand ils l'ont fait sur scène. Parce que d'abord, c'était sur scène avant de devenir un film. L'adaptation au film est... Et avant tout ça, c'était un groupe de musique. Et avant à tout toute ça, base. ouais, C'est ça, hein. avant tout ça, c'était un groupe de D'accord. musique qui déjà faisait un petit peu des choses, mais qui n'avait pas le succès qu'il a eu grâce à du coup The Peak of Destiny, qui est leur album le plus culte. Donc c'est une fidèle adaptation qui ajoute quelques petites fantaisies et qui notamment se permet de faire, je trouve, une adaptation vraiment filmique finalement. C'est-à-dire qu'ils auraient pu simplement se contenter de faire une capture vidéo de leur spectacle, mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une décidé histoire, de réaliser. une vraie histoire. Alors il y avait déjà une histoire, bien sûr. Ah, ok, d'accord. C'est vraiment une comédie musicale au sens de t'as une histoire, t'as un début, t'as une fin. T'as le début à Kickapoo, quand le concert commence, c'est dans le noir et t'entends directement la petite guitare avec, comme au début du film, le You're ready, KJ? Yeah, ok. Et le début du film, ça commence exactement comme le concert et ça finit avec la musique Bill the Boss, du coup, qui est le combat contre Satan exactement de la même manière. Là, pour le coup, il y a plusieurs choses à dire pour moi. Donc, on est sur l'effort de vouloir faire un film, mais je peux pas décemment dire qu'on est sur un film avec de la musique, parce que on a non seulement le fait que ça parte d'une comédie musicale théâtreuse à la base, et ensuite on est sur plein de petites scènes qui ont été filmés pour devenir des clips par la suite. Si on prend Kickapoo par exemple, c'est un clip totalement, hein, voilà. Et c'est d'ailleurs le clip de Kickapoo sur YouTube. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Si on prend My Dad the Sasquatch, c'est totalement barré, c'est totalement voilà. Et là ils ont mis le budget dans les costumes, etc. Voilà, pouvoir, en termes de clip là, on peut pas faire. On est sur un voilà, clip. c'est vraiment un clip là, quoi. Genre. Voilà, la con, etc. À la limite. Ce qui pourrait le moins ressembler à un clip dans toutes les musiques qu'on a là, ça va surtout être celle qui je trouve est la moins bien représentée, qui est Dude I Totally Miss You. Donc le moment où KJ et JB sont séparés et où voilà, ils se manquent mutuellement. Et c'est un peu une déception pour moi parce que j'avoue que cette scène dans le spectacle est très prenante, vraiment elle fout les poils, et là c'est un peu trop filmique peut-être parce qu'on essaye de prouver par la mise en scène qu'ils vont se retrouver. Voilà, il y a le moment où on les voit chacun de leur côté en train d'hésiter, ils reprennent la voiture, etc. Ils se retrouvent dans le tuyau en mode je suis là mon pote, etc. Mais bien après la fin de la musique. Donc là on n'est pas sur un clip. C'est intéressant parce que du coup c'est l'inverse de ce que tu disais par rapport à La La Land tout à l'heure, où il y a des choses qui peuvent n'être faites que dans un film. Et là presque le truc aurait peut-être pas pu être adapté au cinéma et c'était purement fort parce que c'était du théâtre quoi. Et pour revenir sur La La Land encore une fois, parce que t'en parles, c'est que la façon dont le déplacement est montré dans La La Land, c'est grâce à une voiture. La façon dont le déplacement est montré dans ce film-là, c'est juste un petit gamin qui court sur place devant un fond vert. Et là, c'est quelque chose qui déjà peut totalement se faire sur scène et qui en plus de ça est totalement fait sur scène quand ils font la comédie musicale, c'est-à-dire qu'ils courent vraiment sur place comme ça et voilà, c'est en mode j'avance et je me déplace et non, t'es sur scène, t'es statique et c'est comme ça qu'on fait du théâtre parce qu'on peut pas se déplacer, on peut pas, voilà. Et donc c'était ça, voilà, ce petit truc par rapport à La La Land que je voulais rappeler, c'est que voilà, là on a beau être sur des grands déplacements puisqu'on est quand même, on traverse tous les États-Unis et même à d'autres moments, quand on va au musée du rock, quand on va au bar, quand on va tout ça, bien sûr c'est à d'autres endroits, ils font pas tout au même endroit. Cela dit, on a vraiment l'impression dans ce film d'être dans un micro-univers où tout est à côté. Ah oui, c'est clair. Et ça c'est ce qu'on retrouve aussi dans Inuo.
Inuo, on sait pas du tout si c'est très loin la région d'où il vient le gamin. Le Japon déjà c'est pas très grand. C'est ça. Donc ça se trouve, c'est vraiment un micro-univers. Le mec, il joue sur le pont, sa scène elle est sous le pont. La demeure de sa famille elle est juste à côté. Ouais. Alors à chaque fois qu'on est sur un truc qui est très comédie musicale, finalement très théâtreux, on est sur des micro-univers. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le clip. Et c'est pour ça que je disais que la voiture pouvait pas forcément se retrouver dans le clip, dans le sens où même si on a une voiture dans un clip, on a vraiment l'impression que... Et justement, comme pour revenir à la lande, le fictionnel aide beaucoup à la création d'univers, parce que dès qu'on est dans le fictionnel, on peut créer un univers beaucoup plus clipesque que prendre, faire une captation de concert. Genre, quand par exemple Mia fait son casting où elle chante, ça fait beaucoup moins clipesque que par exemple dans Tenacious D où il y a plein de couleurs ou quoi que ce soit, ou même dans la scène d'ouverture de La La Land. Donc, totalement, voilà. Je suis d'accord. Dans cet épisode, il y a qu'un film que j'ai vu avant l'épisode, c'est La La Land, normal, et il y a 3 films que j'ai découverts, dont un qui m'a agréablement surpris. Oh là. Il faut savoir que là, tout ce qui est humour, tout ce qui est film de comique et tout ça, c'est pas ce que je vais tendre à voir. Mais Tenacious D in the Peak of the Destiny, j'ai adoré. Oh oui. J'ai adoré. Oh oui. J'ai vraiment adoré et je sais que je suis vraiment l'aigri. Ma deuxième passion est conquise. J'ai vraiment l'aigri original pour tout ce qui est film de Gauvin. Oh. Et là, je pense qu'il m'a vraiment fait découvrir quelque chose d'incroyable. Même Jack Black, je l'avais pas vraiment vu jouer à part Jumanji ou Marion. Non, pas Marion. Mario. Ah oui. Mario et tout ça. Mais vraiment, il est incroyable. Vraiment, il est incroyable. Et justement, ce duo, on aime les suivre tout simplement et je sais pas si on peut appeler ça une progression parce que de base ils étaient chauds de fou, genre j'ai l'impression qu'ils savaient chanter, ils étaient très forts et tout ça, mais je sais pas si on peut appeler ça une progression. Tu veux dire musicalement parlant? Ouais, je sais pas, musicalement parlant il n'y a pas forcément de progression, voilà, parce que musicalement parlant ils étaient déjà chauds, voilà, mais par contre je sais pas, genre justement ce côté on est complètement conf et c'est drôle, c'est absurde, et justement les gens autour de toi ils te disent mais vas-y, allez, ils sont pas pris au sérieux, mais ce qui est trop bien c'est que justement malgré ça ils vont au bout de leurs convictions et ils s'en foutent justement que les gens pensent qu'ils sont complètement barrés parce que c'est eux-mêmes, et on parle d'identité encore une fois, c'est que c'est leur identité justement qui prime et qui font la force du film, parce que je trouve que dans les effets cheap, les effets visuels cheap dans le film, et justement c'est là où qu'on retrouve la personnalité du film par ce côté absurde et drôle, donc voilà, j'ai beaucoup aimé le film contre toute attente. Oh là là, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur Tenacious D in the Peak of Destiny, donc je sais pas si je pourrais ajouter grand chose à ce qu'on a déjà évoqué, à part peut-être un truc, c'est que j'ai repéré quand même parce que du coup là, comme notre problématique c'est film ou clip, film musical entre guillemets ou clip, j'ai essayé du coup d'analyser, j'imagine comme vous deux, chaque scène musicale, comment elles étaient composées, comment elles étaient mises en scène, etc. Et là dans Tenacious D in the Peak of Destiny, j'ai l'impression qu'on retrouve à peu près tous les types de scènes musicales qu'on a pu voir dans les autres films, c'est-à-dire qu'à la fois on a donc au final 3 types, à la fois on a les scènes de musique purement narratives comme la toute première où il est enfant, etc., qui fait avancer l'histoire, où vraiment on passe d'un état à un autre, de Jack Black enfant à Jack Black adulte à travers un seul morceau. Le deuxième type, c'est un type que je sais pas si je pourrais l'appeler le type de musique diégétique, peut-être petit point de définition parce que je l'ai dit tout à l'heure et c'est pas forcément très clair quand on n'a pas forcément étudié le cinéma, mais diégétique c'est quand on est dans l'univers du film. Donc une musique diégétique c'est par exemple une musique qui sort de la radio ou une musique, là en l'occurrence pendant qu'ils font chantée par un artiste qui font des répétitions. Extra diégétique c'est quand la musique elle est en plus dans le film, c'est une musique qu'on a rajoutée au montage qui est pas forcément entendue par les personnages dans l'univers diégétique du film. Voilà, petite parenthèse là-dessus. Et donc, ce que je vais appeler musique diégétique, donc c'est ça, c'est les concerts, les répétitions, etc. Donc, on a ces 2 types de musique-là dans Tenacious D. Et il y a un 3e type que j'ai plus ou moins analysé comme mêlant les 2 types. Okay. Et c'est cette scène-là, à la fin, plutôt à la fin du film, où ils sont en train de se transformer petit à petit en immenses rockstars, là, pendant qu'ils font un concert de fou. Ah, oui, et où ils changent de costume. Donc là, on est à la fois sur un truc purement spectacle, quoi, et en même temps... captation, tout ça, et en même temps c'est une musique qui reflète aussi une avancée, tu vois, un déplacement entre guillemets de leur groupe. C'est vrai. Donc il y a ça. En même temps, je suis pas sûre d'avoir vu des musiques qui font de pause dans le récit comme on a pu en voir dans Podane ou dans La La Land ou dans les comédies musicales classiques en règle générale, mais non, je crois pas. Ou alors qu'ils font une pause mais qui est résolue par un changement brutal. Par exemple, quand on prend My Dad the Sasquatch, on a une pause dans le récit, fin de la chanson, bam, le musée a 1 miles. Ouais.
Voilà, on est sur une petite pause Ouais, une petite bizarre, pause, ouais. voilà. Hmm. Mais d'un coup, hop, on avance, c'est en mode, ouais, il faut quand même que le film il avance, tac, on fait ça brut, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est hyper intéressant de se rendre compte que déjà au niveau de la programmation de quel film on a choisi de parler avant l'autre, etc. Enfin, dans l'ordre dans lequel on parle des films dans ce podcast-là, c'est hyper cohérent. Qu'on finisse par Tenacious D, où c'est vraiment un film somme, un film qui est purement une comédie musicale de par le fait que c'est adapté d'une comédie musicale. Donc c'est hyper cool qu'on finisse là-dessus. Et en même temps, qui résume absolument tout ce qu'on a dit avant. Donc au niveau des types de scènes musicales. Mais moi j'aimerais bien justement pour la conclusion déjà commencer à parler de ce que tu avais abordé plus tôt, Dorian. Tu avais parlé de l'identité. Et là pour Tenacious D and the Pick of Destiny et finalement pour quasiment tous les films de la sélection, l'identité pour moi elle vient d'une chose que j'ai abordée, c'est quand c'est fait par l'artiste. C'est-à-dire que tu m'as dit La La Land, enfin tu nous as dit que La La Land c'était le seul où il n'y avait pas forcément de cette quête d'identité. En tout cas, elle est moins perçue que les trois autres. Beaucoup moins perçue. Et en fait, c'est là que je remarque que La La Land, c'est le seul film où on ne suit pas d'artistes qui vont nous chanter de chansons. C'est-à-dire que dans Podane, on a Catherine Deneuve qui est quand même une star de la comédie musicale dans ce rôle principal et qui, du coup, forcément, est dans cette quête d'identité et va l'exprimer par la chanson. On a dans Inwo, justement les deux personnages principaux qui sont eux-mêmes musiciens et chanteurs dans leur rôle et qui sont, je pense, très certainement interprétés par des professionnels de la musique et qui expriment par la chanson. Et dans Tenacious D, on a un film qui est quasiment réalisé, puisque c'est quand même co-réalisé avec quelqu'un qui est là à la réal, mais par des artistes. La La Land, c'est le seul, entre guillemets, où on suit des acteurs, on suit pas des artistes et on a vraiment ce côté très filmique. Et justement, ce qui est bien, alors j'en suis pas sûr de ça, mais que par exemple dans la chanson City of Stars, vous savez, avec le banc et tout, même la Corée, il y avait des petites erreurs et tout, et justement Damien Chazelle a dit vas-y on garde ça. De toute façon, c'est bien, ça rajoute du réalisme parce que oui, ils font pas partie du monde de la musique, ils font pas partie du monde de la chanson, enfin je dis deux fois la même chose, mais de la comédie musicale. Et justement, c'est ça qui fait un peu le charme du film, c'est que ils sont pas danseurs, ils sont pas parfaits, ils sont pas aussi incroyables que les prestations d'Inwo ou Tenacious D où c'est vraiment des musiciens. Et justement, je trouve que ça fait partie du charme, justement. Mais peut-être que justement, il faut comment dire ? Non, pas il faut forcément, mais quand on s'éloigne du film musical et qu'on se rapproche du très long clip ou de la vraie comédie musicale très, très classique de on est sur scène. Je pense que l'identité de la personne qui est en face de toi, qui est en train de te jouer, de chanter ce film, cette scène, ce truc, va rentrer vachement plus dans l'équation que dans un film du coup avec de la musique. Où là, l'identité de la personne en face de toi, ça pourrait être n'importe qui. De toute façon, c'est un acteur, il joue un rôle. Et je trouve que ça c'était intéressant quand tu as soulevé ce point-là, je trouve. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Non, vous avez apporté un autre point d'analyse à notre corpus et c'est hyper cool. Mais maintenant, finalement, est-ce que, petite question encore, mais est-ce que en sortant de la comédie musicale, si on remet n'importe quel artiste dans le contexte de son art, est-ce que son identité n'est pas forcément du coup beaucoup plus importante que si on le met en dehors du contexte de son art ? Pour faire plus clair, là on a mis 2 acteurs dans La La Land pour jouer des artistes, on va dire, musicaux, même si certes elle veut devenir actrice, mais il y a de la chanson, il y a de la danse, il y a tout ça. Ils prennent beaucoup moins de place que notre duo de Tenacious D, que notre duo de Inwo, etc. Si jamais on fait une chanson sur des acteurs, est-ce que des acteurs qui joueraient ça, le fait qu'ils soient acteurs et le fait que ce soit des personnes qu'on connaisse en tant qu'acteurs sera pas plus important que si on met des chanteurs pour jouer leur rôle d'acteur dans cette chanson ? J'ai rien compris. Je suis désolée, j'essaye, mais j'ai rien compris. Je vois vite fait, mais il manque de la clarté. Ah, ok. Non, mais genre que dans La La Land, si ça avait été Si ça avait d'autres personnes qui joueraient le personnage. À nouveau, que ce soit un vrai jazzman et une meuf qui fait de la comédie musicale. Un documentaire, quoi, au final. Finalement. Genre, ça a été. Est-ce que ça aurait été plus quoi, du coup ? Est-ce que la personne en face de toi aurait été plus importante ? Est-ce que le star system aurait plus fonctionné si on avait mis des musiciens dans le rôle de musiciens ? Parce qu'en fait, c'est un peu ça le côté. Je trouve qu'on n'y croit pas. Moi, je trouve que la quête de l'identité va avec le côté star. Et on le voit aussi dans Inwo, c'est-à-dire que Inwo devient une vraie star. Il devient genre, il fait pleurer les filles et tout ça. Il est magique, quoi. Et je pense que la comédie musicale telle qu'on l'a abordée ici va avec le star system. Catherine Deneuve, c'est une star incontestable. Et je pense que là, on a
que des stars musicales, même si bon dans Inu, étant donné que c'est de l'animation, voilà, un peu difficile à remettre dans le contexte. Mais dans La La Land, on a des stars cinéma. Et du coup, est-ce que ça fonctionne vraiment d'avoir des stars cinéma pour l'attache à cette identité, l'attache à la personne? Je trouve que oui, parce que justement, ils font pas partie du milieu. Et c'est ça qui donne tout leur charme. C'est que ça peut être une personne comme toi ou moi, même s'ils ont un peu plus de bagou et tout ça. C'est attachant, c'est beaucoup plus attachant et ça rentre dans le côté très sensible qu'on perçoit tout au long du film La La Land, quoi. Moi je trouve que c'est ça qui peut rendre le film avec de la musique et pas long clip ou comédie musicale théâtreuse. Oui, parce que du coup, vu que c'est pas des musiciens ou quoi que ce soit, c'est pas des professionnels, on s'attend pas à avoir une performance aussi élevée. Mais moi, je sais pas. Peut-être que la mise en scène aussi est calquée sur le fait que là, ce sont des acteurs, alors que dans les autres, ce sont pas des acteurs à proprement parler, même si Jack Black est acteur aussi. Après, peut-être que c'est pas tout simplement que dans les autres films, il y a du spectaculaire. Non, pas dans Podane. Bah non. Non. Parce que dans Tenacious D et dans Inyo, on a des spectacles qui sont spectaculaires, donc même si on connaissait pas, enfin, Inyo, c'est pas des stars qu'on connaît dans notre monde, tout ça, donc il y a pas de ça. Mais Tenacious D, dans le film, c'est pas vraiment des stars, c'est un peu des losers au départ, donc ça devient des stars. Podane, c'est un peu différent, mais dans La La Land, je pense qu'il y a aussi cette notion de spectaculaire qui est absente, en tout cas. La musique est beaucoup plus douce, on n'est pas sur du hard rock comme dans Tenacious D et Inyo. Et Podane, ça répond à d'autres choses, tu vois. Mais là, je pense que la mise en scène fait aussi que on se concentre pas sur la même chose. D'accord. Pas sur le même sous-genre, entre guillemets. Je pense. Ok. Mais moi, je pense que ce serait intéressant, et pourquoi pas dans un film en bref, justement d'aborder un autre film qui se rapprocherait, pourquoi pas, ou alors qui prendrait des acteurs en tant qu'acteurs qui joueraient des musiciens ou quoi, et voir du coup si on reste sur du film avec de la musique ou on est vraiment sur le côté clipesque. Ça sera à toi, je m'occupe de ça. Je ferai une suranalyse du coup sur ça parce que je pense qu'on a des choses à trouver encore. Tout à fait. Très bien. Écoutez, je vous propose peut-être qu'on passe à la conclusion, parce que là on est pas mal, on a fait le tour je pense de la question. Donc là on a encore une fois 4 films très différents pour répondre déjà au thème de la comédie musicale et plus précisément au film musical ou au clip. Et qu'est-ce qui est de l'ordre du film musical, qu'est-ce qui est de l'ordre du clip? Et en fait tout simplement on a quand même gradué vers du clip en passant par des films beaucoup plus films musicaux et théâtraux. Depuis le début quoi. Donc Podane, on est très très loin du clip. Tenacious D, on est carrément dans du clip. Ouais, donc au final, on a de ces films qui sont graduels, on a vraiment une évolution aussi dans l'importance de la place de la musique dans le film. C'est-à-dire que plus on est proche d'un film, film comprenant de la musique, moins la musique a d'importance. Elle est là pour faire plaisir, pour ajouter quelque chose, une petite valeur ajoutée. Et plus on se rapproche du coup Tenacious D et cette comédie musicale adaptée, plus on est dans un état où on peut pas se passer de ça. On est vraiment sur un film qui, sans la musique, n'aurait plus aucune valeur même. C'est l'histoire qui est racontée est tellement peu importante face à l'importance de la musique que on est vraiment sur de la musique suivie d'un film, plus qu'un film suivi de musique. Tout à fait. Dorian, est-ce que tu as peut-être quelque chose à ajouter par rapport à notre conclusion? Non. Ok. Non, je pense qu'on a fait le tour de la question, Gauvin. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, parfait, ouais. Mais en tout cas, vous, en fait, si vous avez peut-être des choses à ajouter par rapport à notre problématique, si ça vous a inspiré ou si ça vous a fait penser peut-être à d'autres films qu'on n'a pas évoqués là dans cet épisode-là, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires. Forcément, c'est totalement encouragé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous suivre sur toutes nos plateformes, en priorité Instagram, parce que c'est là que tout se passe et c'est là que vous aurez toutes les actus et les sorties des épisodes. Vous pouvez également suivre Dorian et moi-même sur Letterboxd, mais vous pouvez aussi suivre Gauvin sur YouTube sur sa chaîne de composition musicale. Et d'ailleurs, vous trouverez en bonus en description une liste Letterboxd avec tous les films évoqués dans le podcast qu'on met à jour une semaine avant la sortie des épisodes pour que vous puissiez vous préparer. Incroyable. À chaque sortie d'épisode. J'étais pas au courant, je suis très content. Et non, c'est totalement comme ça. Voilà, c'est lancé. On va tout simplement remercier tout le monde pour vraiment le nombre de vues qui ne cesse de croître. Mais c'est vrai, mais d'ailleurs l'épisode sur le Kung Fu, il a atteint un sacré... 19 000 vues, c'est une dinguerie, Merci beaucoup. Et même en termes d'abonnés, d'avoir plus de 200 abonnés... Waouh, j'avais pas regardé. C'est très top, cool. c'est vraiment top. Très cool. Merci à tous. Oui, merci tout le monde. Vous êtes trop mignons. On est qu'en progression, là même sur le dernier épisode sur le procès, on a dépassé les 1600 vues, donc c'est trop chouette, on est trop contents. Ça nous motive d'autant plus à faire toujours plus de contenu,
On vous prépare des petites choses pour On a l'été. des petits trucs. On a des petites idées. Ah oui. Et on vous prépare plein de surprises dont on vous parlera quand il sera temps. Donc soyez connectés Ah, merci tout le monde. sur notre Instagram. Des Des bisous. bisous. Allez, c'est ciao.